Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et un grand merci à vous de l'autre côté du poste pour votre merveilleuse fidélité. Et oui, et bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. Et joyeux anniversaire. Cœur des vierges, gênant, embarrassant. Merci, adoration. Bref, l'actualité politique française au lendemain du deuxième tour des municipales, c'est la victoire de l'abstention, aux alentours de 43% au deuxième tour. Un record, elle n'était que de 38% lors du scrutin de 2014. Pourquoi ce refus de voter? Défiance envers les édiles, déception face à la confusion autour des alliances ou des fusions techniques de l'entre-deux tours. On ne sait pas. Notre pays est fracturé, marqué par le pessimisme, la défiance, la peur de l'autre. Le niveau de l'abstention est la marque de cette crise de notre projet collectif, qui est aussi une profonde crise démocratique. Comment remédier à la panne démocratique de l'abstention? Par ailleurs, les résultats redessinent-ils le paysage politique en vue de la présidentielle de 2027? On en débattra avant de vous retrouver en fin d'émission. Petit coquin, Marie Bonisseau et Xavier Bauduit. Elisabeth, vous prenez une statue colossale de l'Arc-Mer du Xe siècle, sauf que vous la retrouvez en 10 000 morceaux. Et bien là, vous faites appel à une équipe franco-cambodgienne et vous la restaurez. C'est une aventure esthétique et scientifique exceptionnelle. Fabuleux. Et vous, Marie? Un tribunal de Cayenne vient de déclarer la mort officielle d'un jeune aventurier qui a disparu dans la jungle il y a 76 ans. Je vous raconte cette histoire assez singulière, très connue en Guyane. À tout à l'heure. Et pour commencer, place à un intellectuel français, philosophe, membre de l'Académie française, qui dit de lui-même « C'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche ». Alain Finkielkraut est-il un marxiste tendance Groucho? Il s'en explique en tout cas dans son dernier ouvrage, Le cœur lourd, où il met son cœur à nu. Et sur notre plateau, on le retrouve tout de suite. Alain Finkielkraut, Le cœur lourd, chez Gallimard. Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir Elisabeth. Je vous présente Anne Ndiaye. Bonsoir. Et Benjamin Sportouche. On va Bonsoir. évoquer avec vous la politique française et puis d'autres sujets. Mais avant tout, je voudrais quand même lire ce que vous dites. Ma vie placée sous le signe du trop tard. J'ai peur de me survivre. J'ai besoin qu'on me rassure. Et je suis inconsolable. Vous avez des vulnérabilités de jeune Violette, Alain Finkielkraut. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai besoin d'être rassuré. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'accepte de passer à la télévision. Voilà. Parce que j'ai appris, par exemple, qu'Hannah Arendt refusait absolument la télévision parce qu'elle avait peur, après, d'être reconnue dans la rue et qu'elle ne pouvait pas supporter cette idée. Hannah Arendt, la conceptrice de la banalité du mal. Et moi, jeune. Et des origines du totalitarisme. Et aussi totalitarisme. d'un livre extraordinaire qui est La condition de l'homme moderne. Très bien. Mais elle était forte d'une œuvre géniale. Et pas vous. Moi, je pense pas ça de ce que j'ai fait, même si je n'en ai pas honte. Et donc, je ne souffre pas d'être reconnu. J'avoue bêtement que ça me fait plutôt plaisir. C'est pas tout à fait à mon honneur, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et au moins vous êtes sincère. Et on y va après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Alain Finkielkraut, le directeur délégué de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, vous consacre un livre d'entretien intitulé Le cœur lourd. Alors que contient ce cœur pour peser si lourd? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Dès les premières pages du livre, vous évoquez la France de votre enfance. Vous vous souvenez de l'école communale de la rue des Récollets dans le 10e arrondissement de Paris, du beau nom de province pour ce qu'on n'appelait pas encore les territoires, du bourreau de Béthune et de l'Ange Blanc. Oui, je suis l'Ange Blanc. Des catcheurs qui ne disent plus rien à personne, mais aussi de Lecture pour tous de Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet, émission qui recevait par exemple en 1959 Jean Dutour pour son recueil de nouvelles Les Dupes. C'est un homme qui arrive devant le monde avec des idées préconçues. Vous vous souvenez encore de ce fameux sketch de Pierre Dac et Francis Blanche en 1956 ? Quel est son caractère? Impulsif et simultané. Oui, et son avenir? Je suis à son avenir devant lui. Il aura dans le dos chaque fois qu'il fait demi-tour. Ah, c'est vrai. Au fil de ces 166 pages, vous revenez ensuite sur votre vision du monde et vos passions. Impossible d'être exhaustif dans ce sujet qui doit s'achever dans 47 secondes exactement. Citons en vrac votre obsession de la langue. Sympa, super, kiffé sont des tueurs en série qui suppriment toutes les nuances.
Votre attachement à l'État d'Israël et votre dénonciation de la politique du gouvernement Netanyahou à Gaza et en Cisjordanie qui, selon vous, mène le pays à sa perte morale et matérielle. Je suis embarqué, ils appartiennent au même peuple que moi, j'ai honte. Votre agacement lié à la décadence woke, à Greta Thunberg, à ce que vous appelez la persécution judiciaire subie par Nicolas Sarkozy ou encore, je cite, à la montée de la francophobie en France. Enfin, vous vous définissez comme un conservateur libéral socialiste et vous ajoutez « Je ne suis pas réactionnaire, je suis catastrophé ». Formidable portrait. On aurait adoré que vous nous évoquiez votre passion pour Pierre Dac, insurpassable humoriste. Vous êtes d'accord? Absolument d'accord. Bon, très bien. Mais on va quand même vous demander, de cher Alain Finkielkraut, comment l'ex-gauchiste devenu conservateur, socialiste conservateur libéral, envisage les enseignements des élections municipales. Écoutez, les choses se sont passées en deux temps. Oui. Dimanche dernier, j'étais très malheureux. Parce que je pensais que Mélenchon, après toutes ces saillies obsessionnellement antisémites, allait être sanctionné. Il m'a semblé que ce n'était pas le cas. Et dimanche, hier, j'ai été soulagé parce que la stratégie de la France Insoumise et du Parti Socialiste soumis à la France Insoumise n'a pas fonctionné. François Piquemal a été battu à Toulouse, ce qui fait qu'il y a eu comme un sursaut républicain face à ces alliances de la gauche dreyfusarde républicaine. Et c'est vraiment un véritable réconfort pour moi. Oui. Et concomitamment, on vient d'apprendre la disparition de Lionel Jospin, Alain Finkielkraut, et Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, lui dédie sa victoire. Est-ce que ces deux hommes-là incarnent tout de même la gauche dans laquelle vous vous reconnaissez ou pas du tout? Écoutez, pour Lionel Jospin, c'est le temps du deuil. Et j'adresse mes condoléances à Sylviana Gazinski, que je connais bien et que j'aime beaucoup. C'est pas tout à fait le moment de l'inventaire. En tout cas, je peux dire que Jospin ne représentait pas exactement la gauche selon mon cœur. Une gauche laïque et ultra-républicaine. Il a commencé à trahir la gauche pour vous? C'était déjà un peu autre chose. Emmanuel Grégoire, qui s'est rendu triomphalement en vélo à l'hôtel de ville, en Vélib, il nous annonce effectivement que ça va continuer, le pari des bobos et des logements sociaux, dans lequel je n'ai pas tout à fait ma place. Et surtout, Emmanuel Grégoire, il a refusé l'alliance avec la France Insoumise, mais il a Daniel Simonet comme deuxième assistante ou à peu près. Daniel Simonet a accueilli avec Daniel Obono Jérémy Corbyn, ancien leader du Parti travailliste britannique, antisémite avéré, soutien en Hamas, et l'a accueilli en grande pompe. Donc je ne me reconnais pas non plus dans cette gauche-là. J'attends beaucoup de Jérôme Guedj et de Raphaël Glucksmann. Très bien. On va évoquer avec vous et avec Anna Ndiaye un nouvel immortel qui a été élu il y a 2 mois à l'Académie française. On rappelle qu'il y a 40 immortels, dont vous, à l'Académie française. Tout à fait. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien de 81 ans, a été élu quasiment à l'unanimité. 25 votes sur 26. Et personne ne sait laquelle. Pas vous, donc. Non, Okay. je n'ai aucune idée. D'ailleurs, si je l'avais, je ne vous le dirais pas. Mais là, je suis... Et j'ai très envie de savoir. En tout cas, il a été élu pour occuper le 3e fauteuil de l'Académie, qui était vacant depuis le décès de l'historien Jean-Denis Bredin. Oui. Tous ses livres... Historien avocat. Très bien. Sont un hommage éclatant à la force et à la richesse de la langue française, a tenu à rappeler l'Académie. Boualem Sansal avait déjà reçu en 2015 le Grand Prix du roman de l'Académie pour 2084, La fin d'un monde. Lui s'est dit honoré, flatté, 3 mois à peine après son retour de captivité en Algérie. Devenir académicien, c'est entrer dans l'histoire de France, et il s'est aussi réjoui de pouvoir participer tous les jeudis aux séances du dictionnaire de l'Académie. Alors vous, comment est-ce que vous avez, dans un premier temps, accueilli son arrivée, et est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui qu'il ait quitté votre maison d'édition commune Gallimard pour aller chez Grasset, détenu par Vincent Bolloré? Je regrette ce choix, parce que c'est pas seulement Grasset, c'est la galaxie Bolloré. Ça s'est fait de manière un peu trop spectaculaire à mes yeux, mais je suis heureux de l'entrée de Boualem Sansal
à l'Académie française, malgré cette ingratitude vis-à-vis de Gallimard, parce que c'est aussi et surtout un défenseur de la langue française. Son dernier livre, c'était Le français, parlons-en, et je pense, moi, à André Gide, un peuple qui tient à sa langue est un peuple qui tient bon. Et le peuple et la France ne tient plus bon. C'est-à-dire que la langue française, aujourd'hui, comme le disait déjà Sioran, est en plein déclin. Et ce qui l'attristait, Sioran, c'est que les Français n'ont pas l'air d'en souffrir. Et c'est moi, rebut des Balkans, qui me désole de la voir sombrer. Eh bien, je coulerais inconsolable avec elle. Je ne suis pas tout à fait un rebut des Balkans, mais j'ai été naturalisé à l'âge de 1 an. Et cet effondrement de la syntaxe, ce rabougrissement du vocabulaire me font énormément de peine. Les gens continueront à se parler, c'est vrai, mais ce sera un pur moyen de communication et ce sera plus tout à fait la langue française. Ce sera un drôle d'ersatz. Nous allons vers cela, notamment à cause de l'enseignement qui a donné la parole avant de donner la langue, et on voit le résultat tous les jours. Il suffit d'ouvrir les oreilles. Alain Finkielkraut, gardons un tout petit peu de temps pour évoquer des passages très beaux, très émouvants, très surprenants dans Le cœur lourd, notamment sur votre rapport au judaïsme, et puis surtout sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, constitué avec des hommes d'extrême droite suprémacistes. Et il y a, page 142, cette phrase: « Entre les héritiers d'Yitzhak Rabin et les disciples de son meurtrier, je ne peux pas ne pas choisir. » Et c'est-à-dire que Benyamin Netanyahou assassine la paix et la solution à 2 États. Oui, bien sûr. Et Itamar Ben-Gvir, l'un des répugnants fanatiques qui sont aujourd'hui au commandement israélien, justement se réclame explicitement d'Yigal Amir, l'assassin d'Yitzhak Rabin en 1995. Mais ce qui m'inquiète particulièrement, c'est la politique, l'attitude des habitants des implantations en Cisjordanie. Absolument. Ça, c'est particulièrement grave. Mais alors, mon espoir, malgré tout, leur attitude vis-à-vis des Palestiniens, c'est-à-dire, ce sont des colons qui commettent des exactions contre les Palestiniens pour les forcer à partir, mais ils sont dénoncés. Ils sont dénoncés par un certain nombre d'anciens hauts gradés de Tzahal, du Mossad et du Shin Bet, qui les accusent de commettre des pogroms. Et le chef d'état-major de Tzahal juge ces attaques contre les civils palestiniens moralement inacceptables. Donc, Israël est déchiré, mais Israël n'est pas complètement aux mains de ces fanatiques qui me font honte. Une dernière question, Alain Finkielkraut. Emmanuel Macron a eu raison de reconnaître la Palestine. Et vous dites qu'il aurait dû aller plus loin, ouvrir une ambassade ou un consulat à Ramallah? Je ne sais pas s'il aurait dû aller Cisjordanie, donc. J'ai approuvé cette décision. Les gens disent il est trop tôt. Je me demande, moi, étant donné le nombre des implantations qu'il y a dans les territoires, s'il n'est pas trop tard, parce que je plaide effectivement en Israël pour la séparation des 2 peuples. Ces peuples doivent se séparer pour coexister. Sinon, ce sera une sorte de promiscuité meurtrière et fatale aux 2 peuples. Et vous renvoyez d'ailleurs au livre d'Amos Oz. Oui, aidez-nous à divorcer. Merci Alain Finkielkraut d'être venu évoquer ce que vous avez pensé des municipales et de la situation au Moyen-Orient. Le cœur lourd, il y a aussi beaucoup question des chiens et des vaches que vous vénérez, animal nietzschéen, animal ruminant. Oui, c'est curieux, animal nietzschéen, parce que Nietzsche pensait les fauves et les aigles, il adorait les vaches, et à chaque fois qu'il croisait une vache, il lui disait « Bonjour mademoiselle ». À Sils Maria, donc, en Suisse. Merci Alain Finkielkraut. On va passer à notre débat autour des enseignements des élections municipales marquées par une abstention record. Pourquoi cette abstention? Restez avec nous 2 secondes. Est-ce dû à la défiance envers les élites qui n'épargnent plus les édiles, à la disparition du panachage ou à la confusion engendrée par les alliances de l'entre-deux tours? La France sort-elle encore plus fracturée après ce 2e tour? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Au petit jeu du zapping hier soir après 20h, tout le monde avait gagné. Nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France. Nous sommes toujours la première force politique locale. Cette percée se confirme. Oui, c'est une très bonne soirée. Vive la France et vive Paris! Et pourtant, le vrai vainqueur des municipales, c'est l'abstention, aux alentours de 43%.
Jamais les Français n'avaient autant boudé les urnes, hormis durant la crise du Covid. La confusion et les alliances de l'entre-deux tours auraient-elles dérouté les électeurs? À gauche, des ténors socialistes ne décolèrent pas. D'autant que l'alliance entre LFI et le PS s'est soldée par un cuisant échec à Toulouse et à Limoges. Puisque nous en avons la démonstration mathématique, pratique, politique, oui, la France insoumise nous a fait perdre. Jean-Luc Mélenchon a renvoyé le compliment. Le PS nous a entraînés dans sa chute. LFI peut se targuer d'une percée dans les banlieues populaires, comme Roubaix, Vaux-en-Velin ou Vénissieux. De l'autre côté de l'échiquier, le Rassemblement national s'enracine et remporte de nombreuses villes moyennes. Nous serons au rendez-vous de cette espérance. Tandis que son allié de l'Union des droites, Éric Ciotti, vainqueur à Nice, n'a pas manqué de remercier le RN pour son soutien. Cette alliance, elle a cassé ce mur irresponsable, elle a coupé ce ridicule cordon sanitaire. Alors les appels à l'union des droites et les règlements de compte à gauche présagent-ils de ce que sera la campagne pour la présidentielle? Des primaires sont-elles envisageables à gauche comme à droite? Au lendemain des municipales, la démocratie ressort-elle renforcée ou abîmée? Nos trois invités, Julien Jeannonnet, bonsoir, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Votre dernier essai, essai contre la proportionnelle, précisément. Bonsoir. Selon vous, l'important dans une élection municipale, c'est de mobiliser. Si l'abstention est élevée pour ce scrutin, et elle le fut au deuxième tour, la mobilisation se posera en des termes différents l'année prochaine, en 2027, pour la présidentielle. À côté de vous, Léo Rossel, bonsoir. Bonsoir. Historien, enseignant en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes par ailleurs membre de la rédaction du média Le Vent se lève. Il faut tenter de vivre, c'est la suite de ce vers. Et selon vous, ce scrutin municipal a été en partie conditionné par l'élection présidentielle. Pour autant, ajoutez-vous, cela n'a permis à aucune stratégie ni à aucune personnalité véritablement de sortir vainqueur. Et à côté de vous, Astrid de Vilaine, bonsoir, journaliste politique. Vous présentez l'émission L'Esprit public chaque dimanche sur France Culture. Vous avez publié Décrypter nos institutions politiques. Et selon vous, on observe une grande lassitude politique si certains électeurs déçus ont voté pour le candidat le moins pire, entre guillemets. Beaucoup de jeunes ne se sentent absolument plus l'obligation ou la mission d'aller voter. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour, oui, Benjamin. Au second tour de ces élections municipales hier, donc le taux d'abstention a atteint environ 43%, triste record. La participation recule de plus de 4 points par rapport à 2014. Jamais les Français n'avaient autant boudé une élection de ce type, hors crise sanitaire, bien sûr. L'abstention, Julien Jeannonnet, c'est vraiment la grande gagnante de ces municipales. Mais pour quelles raisons, selon vous, principalement ? Alors, il y a plusieurs manières de la regarder. La première, c'est de rappeler le fait que la participation électorale, c'est un peu la tâche de Sisyphe. Il faut, à chaque génération, réussir à convaincre les nouvelles générations de l'intérêt, de l'importance d'aller voter. C'est un premier élément. L'autre élément, c'est évidemment le sentiment de défiance que l'on observe, que l'on constate depuis plusieurs années et qui, évidemment, a vocation à se traduire notamment dans ce type d'élection. Et puis, il y a un élément sur lequel j'aimerais insister, qui est la question du panachage. Vous savez, on en a parlé beaucoup entre les deux tours. Le fait que dans les petites communes où il était possible jusqu'à de panacher les listes. De moins de 1000 habitants. Voilà, cette possibilité a été supprimée. Alors, on a beaucoup dit que ça avait eu pour effet sans doute de provoquer de l'abstention dans la mesure où désormais on portait atteinte à la liberté démocratique en quelque sorte des électeurs. Je ne crois pas que ce soit exactement l'angle d'attaque, l'angle pour comprendre l'effet de cette réforme. L'angle principal, selon moi, c'est le fait que on a mis en place cette réforme très certainement pour éviter, alors peut-être marginalement pour simplifier le dépouillage, mais aussi pour éviter l'atteinte à la parité, puisque avant on constatait le fait que lorsqu'il y avait la possibilité de rayer des noms, bien souvent, les noms de femmes étaient supprimés. Donc il y avait sans doute de bonnes raisons pour le faire. Mais l'inconvénient, c'est que dans les toutes petites communes, désormais, là où auparavant on pouvait faire une liste de 3 noms et ensuite panacher tout ça, aujourd'hui, il faut trouver 15 personnes, en plus avec la parité, un nom d'hommes et de femmes pour faire ça. Et lorsque, bien souvent, vous n'avez qu'une seule liste dans les villages, l'abstention s'explique tout simplement par le fait que quand il y a une liste, il suffit d'une voix pour que la liste soit élue. L'intérêt est moindre. Astrid de Vilaine, sur les jeunes, il y a un taux d'abstention très fort, mais est-ce que c'est parce que, en même temps, la manière de voter aujourd'hui ne correspond plus aux manières de vivre des jeunes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote électronique, il n'y a pas de vote à distance, il faut se rendre aux urnes. Est-ce que là, il n'y a pas une révolution à faire ou pas? Et pas de vote blanc non plus qui est comptabilisé. C'est vrai qu'on entend beaucoup 65% chez les 25-34 ans.
d'abstention. C'est énorme. Oui, mais on entend beaucoup chez les jeunes une forme, parfois, on peut résumer en disant individualisation ou génération zapping, c'est pas très gentil, mais pour dire ils ne se sentent pas représentés, il y a une forme d'indifférence. Et parfois, moi je l'ai constaté sur le terrain cette semaine, une forme aussi d'abstention presque politique, revendiquée comme telle, en disant non, je ne vais pas voter parce que je ne suis pas satisfait. Mais attention quand même, parce que souvenez-vous, en 2024, après la dissolution lors des dernières élections législatives, énorme participation, 20 points de plus que la fois dernière. Donc ça prouve bien quand même, et on l'a vu là dans les villes, quand il y a des enjeux, les gens quand même viennent voter un peu plus que d'habitude. Donc, ça prouve bien que c'est pas que de la mal-inscription ou de l'indifférence ou même parfois de la méconnaissance. Certains ne savaient pas qu'il y avait des élections municipales. À ce point-là, Léo Rossel ? Oui, ce que dit Astrid de Villene est très juste. Ce qu'on voit notamment dans la sociologie électorale, dans les études de sociologie électorale, c'est l'importance des enjeux. Le fait que chaque scrutin a aussi ses propres enjeux. Et par rapport à ces municipales, on dit aussi souvent que les municipales étaient une élection qui était très importante pour les Français, très populaire en raison de la proximité que les administrés ont vis-à-vis de leur maire. Depuis la Troisième République, c'était vraiment une élection très très importante. Or, depuis plusieurs décennies, on voit le développement aussi d'un abstentionnisme intermittent, enfin d'un vote intermittent. Les gens vont, en fonction des enjeux, en fonction du contexte, se mobiliser ou non lors des élections. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna l'âge. On en parle peu, mais l'âge des maires. Il y a peu de maires jeunes et vous nous faites une sorte de portrait robot du maire en 2026. Oui, voilà. Si on dressait le portrait robot d'un maire aujourd'hui en France, voilà à quoi il ressemblerait selon les données du répertoire national des élus. Un homme retraité, cadre ou agriculteur, autour de 64 ans. Et ce qui explique cette prédominance des retraités, c'est essentiellement leur disponibilité. La carrière professionnelle est terminée, les enfants ont grandi, sont partis, ils ont donc plus de temps à consacrer à leur commune. Et d'autre part, c'est aussi le reflet d'une société qui vieillit. Dans certaines communes, on compte même des octogénaires et nonagénaires indéboulonnables. Regardez André Santini, 85 ans, maire d'Issy-les-Moulineaux en région parisienne depuis 1980. Il a été réélu hier, tout comme Guy Delattre, 94 ans, à Gorges, dans la Somme, pour son 10e mandat. Et à l'inverse, si on regarde maintenant la proportion des maires de moins de 40 ans, ils sont aujourd'hui moins de 4%, contre 13% en 1983, selon une étude qui a été réalisée par l'Association des maires de France. Mais il y a quand même un contre-exemple, parmi d'autres tout de même. Adama Gueye, 34 ans, apolitique, diplômé de Sciences Po, mais sans expérience de la vie publique ni parrain. Il a remporté hier haut la main la mairie de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, avec plus de 54% des voix. Julien Jeanneney, est-ce que vous pensez qu'il faudrait instaurer un quota pour les moins de 40 ans, par exemple, comme ça a été, sur les listes municipales, comme ça a été fait pour la parité ? Peut-être que ça pourrait donner un peu plus de participation et remobiliser l'électorat. Ça vous fait rire, vous avez même 40 ans. Non, ça y est, je suis passé de l'autre côté de la... Mais en l'occurrence, non, c'est une vraie question, la question de savoir quels sont les critères en vertu desquels il convient d'effectuer quand même dans le corps électoral, avec un principe d'égalité devant la loi électorale et dans l'accès aux responsabilités électives, des différences. Vous savez que pour mettre en place la parité, il a fallu une première loi, une censure du Conseil constitutionnel, puis une révision de la Constitution pour que la loi portée par Lionel Jospin, dont on parlera plus tard sans doute, a pu mettre en place ce système de parité pour les élections locales. Mais enfin, ça a provoqué beaucoup de débats, ça continue de provoquer d'ailleurs un certain nombre de débats. Et donc l'idée de mettre en place d'autres fractionnements du corps électoral en disant on va diviser en fonction de l'âge, en fonction de la couleur des cheveux, etc., évidemment, ça finit par poser un certain nombre de difficultés. Léo Rossel, le vote à 16 ans, comme ça se fait dans d'autres pays européens, en Autriche, en Allemagne, là aussi, pour remobiliser un électorat qu'on dit engagé politiquement aussi, assez jeune parfois. Peut-être que justement, les élections municipales, ça pourrait être une opportunité pour tester ce type d'éléments. En tout cas, ce que montre bien cette question, c'est celle de la crise de la représentativité. C'est quelle représentativité on veut pour nos élus. Est-ce que nos élus doivent ressembler au corps électoral, à la population en règle générale? Et ça montre bien aussi les déterminants de l'abstention et de la participation. On sait très bien que les moins diplômés, les plus jeunes et les personnes de catégorie sociale qui sont les plus défavorisés sont ceux qui votent le moins. Alors, pour en venir aux enseignements de ce scrutin, Astrid de Villene, sur la gauche, tout d'abord, le PS avait promis aucune alliance avec LFI. Finalement, il y en a eu localement. Quel bilan en tirer? Est-ce que vraiment ça a marché ou pas du tout? Ou cela est difficile, il faut le nuancer? Attention, parce qu'il avait dit, Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, aucun accord national. Oui. Ce qui voulait bien dire, il faut toujours lire entre les lignes en politique,
localement, faites ce que vous voulez. Y compris François Hollande, qui est l'un des plus fervents adversaires de la France insoumise sur le papier au niveau national, a accepté dans sa bonne ville de Tulle que certains de la France insoumise aillent dans la... Qui a été perdu au final. Et il a perdu. Voilà. Alors moi, j'en ferai pas non plus un enseignement, comme ils l'ont fait d'ailleurs tous, les socialistes dès hier soir, en disant, voyez, le plafond de verre, c'est à cause de la France insoumise. Enfin, prenons l'exemple de Toulouse. En effet, Toulouse, on aurait pu imaginer une victoire de la gauche, avec ces deux listes, la France insoumise et Parti socialiste, qui s'unissent contre Jean-Luc Moudingue de la droite. Mais que se serait-il passé s'ils s'étaient restés divisés et si on avait eu une triangulaire à Toulouse? Je suis pas sûre que la France insoumise ou le Parti socialiste l'auraient emporté. On ne peut pas le savoir de toute façon. Donc je trouve qu'il faut faire très attention à cette lecture, parce que, regardez à Nantes, l'alliance technique avec la France insoumise permet à la maire socialiste de gagner, mais il y a d'autres endroits où ça les fait perdre. Il y a d'autres endroits, comme à Marseille, où la gauche n'a pas besoin de la France insoumise. Il faut dire qu'elle s'était désistée. Heureusement pour le maire socialiste sortant. C'est tellement compliqué à lire que moi, la seule lecture que je fais sur la gauche, aujourd'hui, nous ne sommes que lundi, c'est, en fait, ils ont tous besoin les uns des autres. Si on compte le total gauche, c'est pas si mal, mais si on compte les écologistes, beaucoup de pertes en ligne. Si on compte les socialistes tout seuls, pareil, vous voyez, ils résistent, mais voilà. Mais c'est vrai qu'à Paris et à Marseille, les voix LFI n'ont pas manqué à l'élection du maire, que ce soit Benoît Payan ou Emmanuel Grégoire. Tout à fait, on voit qu'il y a eu des reports de voix, notamment par rapport à l'électorat de Sophia Chikirou. Elle perd 30 000 voix entre le premier et le deuxième tour. Donc c'est assez flagrant. Ça s'est passé aussi très probablement à Marseille. Mais là je vous rejoins par rapport au fait que chacun a besoin des autres, c'est que on voit bien aussi que toutes les lectures nationales, on va dire, par rapport à ces enjeux, à ces scrutins locaux, ne fonctionnent pas. Qu'en tout cas, on essaye de tirer des enseignements nationaux, des grandes leçons par rapport au report, par rapport au Parti socialiste, à la France insoumise, à une gauche modérée, à une gauche radicale, et avec systématiquement des contre-exemples. Alors, on va s'intéresser à la gauche plurielle, qui était un cheval de bataille de Lionel Jospin. On a appris aujourd'hui sa mort, ancien Premier ministre socialiste entre 1997 et 2002. Il était donc le chantre de cette gauche plurielle. Il expliquait sa vision précisément en 1997. Je pense qu'il vaut mieux que des formations différentes assument leurs différences, en débattent devant les Français, et puis disent voilà, sur ces points-là, nous ne sommes pas d'accord, mais nous avons des points d'accord sur cela, et au fond, fassent un mouvement d'unité, parce que je crois qu'une des questions centrales aujourd'hui en France, c'est la crédibilité de ce qui est dit, de ce qui est annoncé par les responsables politiques, et pour restaurer cette crédibilité, je crois qu'il faut être beaucoup plus près de l'esprit de vérité que l'on l'est parfois dans le monde politique. Et c'est la démarche qui me guide personnellement. Crédibilité, clarté, vérité, dit Lionel Jospin. Julien Jeannet, c'est ce qui manque à la gauche aujourd'hui ou pas? Ou elle peut trouver un consensus? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en voyant ces images, en replongeant il y a 3 décennies dans la gauche plurielle de 1997, on se dit qu'il s'agit véritablement d'un autre temps, ce qui, du point de vue de la longue durée de l'histoire, n'est pas étonnant. 30 ans, c'est beaucoup. Mais vraiment d'un autre temps dans la composition de la Dream Team de 1997, par rapport à ce que l'on peut constater aujourd'hui dans le personnel politique, tous bords confondus. Il y a, en voyant ces images de Lionel Jospin, on voit une figure qui, à mon avis, rétrospectivement, restera dans l'histoire comme une figure de rigueur, d'honnêteté. Et puis il restera évidemment la question du 21 avril, qui est un moment de l'histoire que les historiens commencent à étudier et qui est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un destin de ce type-là peut s'arrêter brusquement? Quels sont les petits détails que l'on aurait pu rétrospectivement changer, ou plutôt à propos desquels, si on les avait changés, eh bien peut-être que Jospin serait passé au second tour. Il y en a plusieurs. S'il avait quitté Matignon quelques mois avant l'élection, ça aurait pu jouer. Si jamais il n'avait pas joué la stratégie du ratissage large, consistant à susciter les candidatures évidemment de Christiane Taubira et de Jean-Pierre Chevènement, contre ce que faisait Mitterrand quand il a bloqué Krivine, de manière très claire, quoi qu'il ait pu lui dire, eh bien, les choses auraient sans doute été un peu différentes. Et puis, il y a le dernier aspect, qui est le fait que si Le Monde, le grand spécialiste des sondages, Gérard Le Gall, dans la campagne de Lionel Jospin et au Parti socialiste à l'époque, avait alerté une semaine avant en disant « Attention, les courbes risquent de se croiser ». Si Le Monde avait fait un grand titre quelques jours plus tôt en disant « Attention, il y a un vrai risque que Le Pen arrive au second tour », les choses auraient peut-être pu être différentes. Or, la réaction du Monde à l'époque, ça a été peut-être qu'arithmétiquement, ce croisement des courbes est possible, mais politiquement, ça n'arrivera jamais. Tout ça mérite réflexion avec le recul qui est désormais le nôtre. Ce qui vient aussi à l'autre enseignement, Astrid de Villene, sur le Rassemblement national. On parlait de Jean-Marie Le Pen, c'était en 2002. Et là, est-ce qu'on peut dire qu'il a gagné, qu'il s'est ancré le Rassemblement national ou pas? Il a gagné beaucoup de villes moyennes.
Écoutez, moi je crois que c'est important quand on regarde une victoire ou une défaite dans une élection, c'est la conquête. Est-ce que vous progressez par rapport à la dernière fois? Et clairement, il y a un progrès. Il faut faire attention donc à une forme de trompe-l'œil. C'est-à-dire que oui, il y a une défaite à Marseille du RN. Enfin, il est à 40%. Hein. Premier opposant, c'est pas rien, 40% hein, pour Franck Alizio dans la ville de Marseille, aussi symbolique soit-elle. Toulon, pareil. Lors de la Valette. Ouais. Voilà. Laure Lavalette, on pouvait se dire que c'était prenable, c'est une grande ville. Non, Front républicain qui fonctionne, c'était un duel face à la maire sortante. Mais en revanche, quand on regarde dans les petites villes, celles qui sont moins visibles dans les médias nationaux, quand on fait évidemment, c'est normal, Toulouse, Marseille, etc., eh bien là, on voit un ancrage intéressant pour le Rassemblement national. Montargis, la ville des Gilets jaunes, la ville des émeutes aussi en 2023. Liévin. Menton, Liévin. Alors, on peut dire que c'est un peu concentré dans le nord et dans le sud, bassin minier, Côte d'Azur, pour résumer. Aussi. Mais voilà, la Flèche, quelques villes aussi dans l'est de la France, hein, Alsace, etc. Donc moi, je crois que ça dit bien, pour moi, la lecture géographique qu'on peut commencer à faire de ce scrutin. C'est-à-dire les grandes villes, pour caricaturer les gens qui vont bien, mondialisés, etc., qui votent centre-gauche, Paris-Lyon-Marseille, et les villes moyennes, les villes parfois oubliées, les petites villes, les villes parfois qu'on a pu appeler périphériques, etc., qui là votent RN. Exactement comme, souvenez-vous de cette carte qui, moi, m'a marqué en 2024 aux Européennes, les grandes villes rouges de Glucksmann, tout le reste du pays bleu de Bardella. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète en termes de mixité sociale, d'un point de vue tout simplement du pays qui est en train de se cliver, et d'un point de vue aussi de la sociologie politique. C'est dommage de voir des candidats, et on pourrait faire la même lecture avec la France insoumise et le vote des banlieues, hein, qui ne rassemblent pas aussi large, et d'autres qui ne vont pas dans certains endroits. J'ai entendu un peu avec stupeur des proches de Rachida Dati nous dire si elle a perdu, c'est à cause des logements sociaux dans Paris. On a envie de dire, mais vous ne vous adressez pas, Madame Dati, aux logements sociaux? Voilà, moi je crois que la politique, elle doit s'adresser à toutes les catégories sociales d'un camp. Et du coup, est-ce que l'union des droites, que veulent certains sympathisants, pas mal de sympathisants, est inéluctable, Léo Rossel? Est-ce qu'elle est inéluctable? En tout cas, elle pose question et c'est une stratégie qui est débattue au sein même de la droite. Il est vrai que Paris et Nice également ont servi un peu de laboratoire lors de ces élections à cette tentative d'union des droites et que ce sera l'une des choses qu'il va falloir scruter par rapport à la recomposition de la droite dans la perspective de 2027. Pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que le problème, c'est qu'on a, en analysant ces résultats, des effets de loupe. On va se concentrer sur les grandes métropoles, donc on va passer à côté de la progression notamment du Rassemblement national, en effet, dans la France des sous-préfectures, pour le dire rapidement, des petites, des villes moyennes. Et par rapport à la gauche, on voit également que là où elle progresse, en tout cas là où elle conquiert de nouvelles mairies, c'est à travers un travail de campagne de terrain vraiment très important. Je pense notamment à Nîmes, hein, où Vincent Bouget, le candidat communiste, a réussi à l'emporter après une campagne qui était vraiment orientée sur les questions, les problèmes rencontrés par ses habitants. Il y avait vraiment une construction du programme avec les habitants. On peut penser aussi à Roubaix, hein, où David Guiraud l'a emporté, mais avec une stratégie très différente de la stratégie nationale de la France insoumise. D'ailleurs, sans utiliser le logo. Et puis, on remarquait aussi hier soir, lors de son discours de victoire, qu'il y avait énormément de drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc là aussi, on voit qu'on se rapproche un petit peu, sans doute, de 2027. Alors, chez les Républicains, la stratégie pour 2027 ne fait pas l'unanimité. Certains tendent la main à l'extrême droite, comme Laurent Wauquiez, pour une grande primaire. À l'inverse de la Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Écoutez. Il n'y a pas aujourd'hui d'alliance possible entre la droite républicaine et le RN et ses alliés. Et je crois qu'aujourd'hui, la droite et le centre sont devant vraiment un moment historique et une responsabilité historique. C'est celle de s'allier et de présenter une candidature unique face au chaos des extrêmes. Julien Jeannet, une chose est certaine, on n'y voit pas plus clair pour l'instant sur 2027 et la stratégie de ce côté-ci de l'échiquier, c'est-à-dire à droite. Et de manière générale, je pense qu'il faut se garder de la tendance que l'on observe depuis hier soir. Je suis parfaitement d'accord sur le biais qui a fait qu'on s'est concentré beaucoup sur les grandes villes. Mais il faut aussi se garder de la tendance consistant à tirer des enseignements nationaux de ces scrutins qui, bien souvent, sont déterminés par des rapports de force locaux.
sont déterminés par des individus. Qu'est-ce qui fait que Rachida Dati a eu un score aussi faible? Il n'est pas impossible que sa personnalité ait pu jouer et que peut-être qu'un autre candidat LR aurait eu un score un peu différent. Et tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte avant de se... Et vous ne diriez pas que le bloc central a disparu non plus, puisque c'est aussi un des enseignements sur lesquels on s'interrogeait. Il n'est pas complètement en bonne forme, pour dire les choses. Mais quand même, 2 victoires importantes, je trouve, à Bordeaux et à Annecy. Thomas Cazenave et Antoine Armand. Sur les écologistes. Mais oui, voilà, les écologistes, on en parle assez peu, mais en fait, il y a quand même eu une débâcle avec plusieurs villes, Bordeaux, Annecy, Strasbourg, Poitiers et d'autres. Qu'est-ce que ça augure pour 2027 ? Ça montre déjà la complexité que ça a été pour les écologistes de s'ancrer dans une culture de gouvernement aussi à l'échelle locale et de mettre en œuvre des politiques publiques, notamment liées à l'adaptation au changement climatique, qui ne soient pas en même temps impopulaires. Je pense que ça, c'est l'un des grands enseignements des résultats des écologistes sur ces élections-là. Après, pour 2027, en effet, Europe Écologie Les Verts est aussi intégré à des processus, notamment de la primaire de la gauche, etc. Justement, c'est possible. Ça, on verra dans les prochains mois ce qu'il en sera. Astrid Devienne, en aucun cas un avant-goût de la présidentielle pour vous, dans ce qu'on vient de vivre là. Si, moi je trouve quand même sur la fragmentation du paysage politique, la tripartition, est-ce qu'elle s'adapte à la mairie? C'est pas simple. Et donc on voit 4 vainqueurs, chacun voyant un petit peu les victoires à sa porte. Les percées RN et LFI et la bonne résistance des partis traditionnels. C'est-à-dire que la droite et la gauche sont toujours là. Le clivage gauche-droite, je trouve qu'on pourrait, il faudrait un peu de temps, mais on pourrait le relire, enfin voir qu'il se redessine en effet. Mais je crois qu'on est toujours dans une tripolarisation. Et attention, je partage ce qu'a dit Julien Jeannet, ne surtout pas se dire que ces élections donnent le là pour l'année prochaine. Il y a tout le reste. Vous êtes d'accord? Et puis peut-être on est d'accord, sauf sur la chose que les élections présidentielles commencent maintenant. Et il y a aussi un dernier enjeu sur lequel on n'a pas vraiment, on s'est pas attardé, c'est les sénatoriales. C'est le fait que les élections municipales aussi, le fait que la droite se maintienne, que le Parti socialiste aussi se maintienne, conserve son ancrage, et que le Rassemblement national aussi se développe, ça aura des incidences sur... Et la victoire de Philippe au Havre qui peut lui donner les mains libres qu'il n'aurait pas eu s'il avait perdu, bien sûr. Eh bien écoutez, on en reparle sous peu, au plus tard en septembre, au moment des sénatoriales. Merci à tous les trois d'être venus décrypter et éclairer plusieurs thèmes liés à ces municipales, à ce deuxième tour d'hier. On va rester dans l'actualité avec Xavier Mauduit et Marie Bonisson. On va évoquer le Cambodge où la restauration d'un trésor archéologique vieux de 1000 ans enchante tout le monde. Restauration grâce à l'école française d'Extrême-Orient notamment. Et puis aussi, on évoquera la disparition d'un explorateur français en Guyane. Cette disparition est enfin élucidée. Il avait disparu en 1950 tout de même. Mais d'abord, le mot vedette du jour, porte-avions, comment résister à la France libre et à tout ce que véhicule le nom du nouveau porte-avions nucléaire français. C'est entendu. Le futur porte-avions de la Marine nationale. À quoi sert un porte-avions? Notre nouveau porte-avions. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Porte-avions, du latin portare, transporter, et awis, oiseau, désigne une base militaire aérienne flottante capable d'emmener des avions de combat à Pétaouchnok sur toutes les mers. Mercredi 18 mars, le président français a annoncé le lancement industriel du porte-avions de nouvelle génération, successeur du Charles de Gaulle. Le Pang, baptisé France Libre, sera le plus grand rafio jamais construit en Europe. 305 mètres de long par 80 de large, 40 aéronefs embarqués, rafales marines, hélicoptères, avions de guet, drones et 5000 personnes. 78 000 tonnes de chair et d'acier propulsées grâce à 2 réacteurs atomiques ravitaillés tous les 10 ans. Un porte-avions est un outil militaire et politique. Escorté d'une armada de gardes du corps des mers, sous-marins d'attaque, frégates multimissions, navires ravitailleurs, et lui-même lourdement armé, parfois même de têtes nucléaires comme le futur Pang, son premier coup de semonce est un message clair, tarte ta gueule à la récré. 2 pays sont équipés de cette diplomatie navale de luxe à propulsion nucléaire. La France, un navire, et les États-Unis, 11 navires dont un tiers déployé, un tiers prêt à partir, un tiers au garage. Le Charles de Gaulle, chantier démarré en 87, mis en service en 2001, est disponible 2 tiers du temps et une révision complète coûte 1,3 milliard d'euros. Le premier porte-avions français est entré en service en 1928 sur la base d'un cuirassé modifié. Il est moins connu pour avoir fait trembler l'ennemi avec ses escouades de biplans que pour avoir soustrait à l'appétit nazi 195 tonnes d'or de la Banque de France en mai 1940 de Toulon vers l'Amérique. Reich et célèbre. Merci Thibault Nolte. Rebonsoir Marie Bonisson et Xavier Mauduit. Ça va? Très bien.
Bon, très bien, nous aussi alors. Alors, Xavier, c'était quasiment un puzzle. Hein. Oui. Ce qu'ont reconstitué les experts cambodgiens en collaboration avec l'excellente école française d'Extrême-Orient. Restauration d'une statue brisée en plus de 10 000 fragments, elle a un peu plus de 1000 ans, n'est-ce pas? Et vous nous racontez l'histoire de cette Shiva d'Ibra. Elle est exceptionnelle, Elisabeth. Mais l'aventure, Il y a les la yeux qui brillent. restauration est folle. C'est en l'an 921 que le souverain de l'Empire Khmer, Jayavarman IV, décide de changer le centre du pouvoir. Il abandonne encore et puis il va fonder une cité à 80 km au nord-est. C'est la cité de Kokher qui est bâtie à une vitesse mais éclair avec tout un système de temples, dont celui de Prasat Tom, qui est destiné à accueillir une statue colossale de Shiva. Shiva qui danse, Shiva dansant avec ses 10 bras, ses 5 têtes, colossales, mais authentiquement colossales, 3,60 m de haut, 3 mètres de large, avec ici plus de 7 tonnes de beauté réalisées dans un seul bloc de pierre. Et en réalité, c'est tout un groupe de sculptures, parce que vous avez des divinités qui sont associées, tout ça pour représenter, mais de manière très cohérente, très réfléchie, les contraires, la colère, la joie, l'harmonie et le chaos. Et l'histoire est chaotique, tout. Ah oui, vraiment, l'histoire de cette statue, donc vous l'avez compris, elle date du Xe siècle. Elle était à Kokher, elle l'est toujours, d'ailleurs, elle a été maintenant restaurée. Mais cette statue vit le temps que vit cette cité de Kokher en tant que capitale, parce que très vite, le pouvoir retourne à Angkor. Alors, ce temps-là, elle est préservée, mais jusqu'au XIIIe siècle, déclin de l'Empire Khmer, ou XIVe siècle, au moment où il s'effondre vraiment, mais c'est là qu'elle est détruite, elle est brisée en milliers de morceaux. Le temple lui-même est brûlé, la jungle et là reprend ses droits. Enfin, sa sacralité n'est pas oubliée pendant tout ce temps-là, même si elle est toute cassée. Et il faut attendre le 19e siècle pour qu'elle soit redécouverte, au sens occidental du terme, c'est-à-dire un explorateur français, Louis de la Porte, l'identifie. Cet homme-là est ébloui par la beauté de l'art khmer et il veut le faire découvrir au monde. C'est grâce à lui qu'on parle tellement de l'art khmer et c'est dans ce contexte qu'est créée l'école française d'Extrême-Orient en 1898. Mais pour cette statue commence alors une très triste période, c'est-à-dire que ça y est, elle va être éparpillée. Alors éparpillée pour de bonnes raisons, au sens où des éléments sont prélevés pour être placés dans des musées afin de les protéger, quand d'autres sont pillés. Et c'est surtout dans les années 1960 que le pillage est conséquent avec les Khmers rouges qui se servent allègrement. Un pillage qui dure jusqu'aux années 1990. Et là, ce qui vient d'être réalisé par ces équipes franco-cambodgiennes, donc en lien avec l'école française d'Extrême-Orient, c'est de réussir à recréer cette statue, à la restaurer au maximum, malgré tous les manques, parce qu'il y en a. C'est un travail exceptionnel, aventure esthétique bien sûr, historique, et puis simplement aventure scientifique. Ça y est, de nouveau, Shiva peut danser. Cette statue, c'est le modèle de tous les Shivas dansants. Donc là, on a vraiment le maître de la danse. Bravo Xavier Mauduit. On change de continent, on y va en Vélib. Chère Marie, on part en Guyane, c'est ça? Un explorateur français, Raymond Maufray, vient d'être déclaré officiellement mort 76 ans après avoir disparu dans la jungle étouffante et luxuriante guyanaise. Une histoire dingue, racontez-nous. Je ne veux pas croire que le petit soit mort. C'est ce que répétait inlassablement son père. Mais ouais, qui a cherché Raymond pendant plus d'une décennie dans la jungle. L'histoire d'un espoir absolument fou auquel le tribunal judiciaire de Cayenne vient de mettre un point final. Raymond Maufray aurait 99 ans aujourd'hui, ça laisse peu de place au doute, a dit très réaliste la présidente du tribunal, qui a donc tranché. L'aventurier est officiellement décédé, probablement en janvier 1950, et on ne retrouvera plus jamais son corps. Alors le souvenir de cette aventure singulière et tragique est encore vivace en Guyane, qui voit débarquer en novembre 1949 un jeune blanc-bec, maigrichon, sans le sou, Raymond Maufray, donc 23 ans. C'est le fils d'un comptable de la rade de Toulon. Il a été décoré à seulement 17 ans de la Croix de guerre parce qu'il a aidé à bouter les Allemands hors de la ville. Et Raymond Maufray, qu'on surnommait Otari intrépide chez les scouts, veut, il est intrépide, respirer l'air pur du risque. Ce sont ses mots. Et donc, il a décidé de traverser la Guyane pour rejoindre le Brésil via des sentiers de la forêt amazonienne que seuls les autochtones connaissent. Ensuite, de retour en métropole, il s'est promis de publier le récit de ses aventures incroyables. Donc, il prend très souvent des notes, Raymond, et c'est ça qui va forger sa légende. Parce que en avril 1950, un habitant de la forêt tombe par hasard sur des carnets abandonnés au beau milieu de la jungle, sur les bords du fleuve
Tamoury, et on y lit une plume exaltée, fiévreuse, qui raconte l'aventure catastrophique de ce gamin qui finit très rapidement pieds nus, sa pirogue a coulé, il est malade, affamé, il est obligé de manger son chien Bobby. Il se résout quand même à un moment à rejoindre un village pour aller chercher de l'aide, c'est à 90 km. Raymond est bon nageur et donc optimiste, il pense qu'il suffit de se laisser emporter par le fleuve. Enfin. Il laisse ses affaires derrière lui, dont son carnet. La dernière page, elle est datée d'un vendredi 13 janvier 1950. Il écrit « À bientôt, parents chéris. Je vous ai juré de revenir. Je reviendrai si Dieu le permet. » Bon, Dieu ne l'a pas permis. Son père, Edgar Maufray, a posé un congé sans solde à la rade de Toulon. Il l'a cherché partout, en Guyane, au Brésil, au Suriname, pendant plus de 10 ans. Muni d'une corne de brume, il avait aussi amené un harmonica pour jouer les airs scouts de l'Otarie téméraire, que tout le monde, à part lui, pensait mort, noyé ou dévoré par des poissons carnivores. C'est ce déni familial et aussi l'absence de descendants directs, qui fait que depuis ce temps-là, personne n'avait pensé à le déclarer officiellement décédé. Donc c'est chose faite depuis la semaine dernière. Ça a été une demande de l'association des amis de l'explorateur Raymond Maufray, qui a changé de nom il y a quelques années pour s'appeler l'association des amis d'Edgar et Raymond Maufray, pour que père et fils se retrouvent enfin dans la mémoire. Mais histoire déchirante. Qui écrira un jour sur Edgar et Raymond Maufray ? Il y a déjà un film. Il y a déjà un film qui est sorti. Vous en parlerez tout à l'heure, un autre jour. Merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.